Alors, une vidéo sur la préparation mentale. Je voudrais dans cette vidéo essayer de caractériser ce qu'est la préparation mentale, qui est un objet pas toujours très bien défini, qui est en vogue, qui donne d'excellents résultats, d'abord dans le domaine sportif, mais qui est en train de s'étendre bien au-delà du domaine sportif, puisque mes clients sont certes des sportifs de haut niveau, mais aussi des acteurs qui montent sur scène, mais aussi beaucoup des dirigeants d'entreprise, des gens qui passent des concours, des examens, qui sont en prépa ou juste qui veulent résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Je voudrais essayer de définir ce que c'est et de vous dire quelques mots sur les leviers qu'on utilise. J'ai posté une autre vidéo où Benjamin Dussert parle du travail, qui est champion d'escrime, parle du travail qu'on a fait en préparation mentale, et où il déclare que quand ton mental réagit bien, souvent derrière ça suit. Et ça résume assez bien ce qu'on fait. Le fait que le mental est, est un sous-bassement, le fait que le mental est une quelque sorte de fondation sur laquelle on va pouvoir bâtir tout le reste. Et si le mental pose des problèmes, ça va nuire à tout le reste, y compris à ce qui n'est pas mental. Et avec Benjamin, on avait travaillé à peu près 2 semaines et ça a suffi pour qu'il devienne champion de France. Et dans la vidéo, il explique bien qu'il a toujours fait partie des favoris au titre depuis un an, sauf qu'il n'avait pas décroché le titre. Donc la préparation mentale, c'est ce qui l'a aidé à faire la différence, pas forcément une grosse différence, mais à faire la différence. Et c'est une autre façon d'aborder la préparation mentale, de dire que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont compétents et qui gagnent, et ceux qui sont compétents et qui ne gagnent pas. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc en prépa mentale, on va pas faire gagner quelqu'un qui n'a pas la compétence technique, qui n'a pas la caisse physique. Mais par contre, tous ceux qui ont les compétences techniques, qui travaillent suffisamment, qui font assez de physique, ne gagnent pas. Et c'est ça le challenge qui nous intéresse, c'est de franchir cet écart entre le fait de tout avoir ce qu'il faut pour réussir et le fait de réussir, qui sont deux choses un tout petit peu différentes. Alors, pour aller directement au cœur du sujet, disons tout de suite qu'on a tous des automatismes, c'est-à-dire des façons d'agir, des façons de penser, des types de fonctionnement qui sont récurrentes, qui se répètent, qui en général sont propres à une certaine situation. On va réagir de la même manière face à une difficulté, face à quelque chose qui se passe bien, dans une situation sociale, dans un match qui se passe bien, dans un match qui se passe pas bien, les jours où on est dans un bon jour, les jours où on n'est pas dans un bon jour. Donc en fonction des situations, en fonction des types de contextes, on a des modes de fonctionnement qui sont récurrents. Ces schémas de fonctionnement ont des effets positifs et ont aussi des effets négatifs. Ce sont eux qui constituent nos compétences et c'est sur eux qu'on s'appuie pour réussir. Et ce sont également eux qui défont nos succès ou qui nous empêchent d'atteindre le bon niveau de performance. Et c'est ça qui est super important, c'est que nos comportements sont structurés, un peu comme quand on parle, on peut avoir 1000 conversations sur 1000 sujets différents, mais on va respecter des règles communes pour bien parler français. Des règles de grammaire. Et ces règles sont complètement inconscientes. Les enfants les maîtrisent parfaitement à 3 ou 4 ans. Et quand je parle, je ne décide jamais à l'avance quel mot va sortir. Je découvre les mots qui sortent au fur et à mesure où je parle. Et donc cette compétence, le langage pour moi, qui est un comportement, c'est un comportement parfaitement structuré, c'est un comportement qui est structuré de façon inconsciente avec des caractéristiques qui se répètent. Et la plupart des comportements humains ont cette même caractéristique. Ce sont des comportements structurés, structurés de façon inconsciente et automatique. Le but de la préparation mentale, c'est tout simplement de faire évoluer certains de ces automatismes qui ne servent pas les personnes. Alors pas dans tous les domaines, parce que c'est le job des entraîneurs de créer des automatismes techniques, de créer des automatismes tactiques qui vont permettre de gagner. C'est le job des préparateurs physiques également de créer des automatismes physiques ou physiologiques. En préparation mentale, on est indépendant de ces deux domaines-là. Quelque part, on gère tout le reste. On gère les attitudes, les émotions, les façons de penser, les façons en fait de s'auto-organiser face aux événements, face à l'entraînement, face aux difficultés, face au succès, face à l'échec. On gère ça. Quelles sont les décisions et quelles sont les habitudes d'auto-organisation
que les athlètes, les dirigeants, les personnes qui montent sur scène, les personnes qui font des choses difficiles, comment ces personnes-là s'auto-organisent face au challenge. Évidemment, le fait que ça soit dans des contextes difficiles joue un rôle important. Des choses qui sont faciles dans les contextes de tous les jours parce qu'on a de la marge deviennent complètement différentes quand on n'a pas de marge, puisque le but du sport de haut niveau, et comme de tout le haut niveau en général, hein, c'est que ça se joue sur ces détails et c'est surtout qu'on est à la frontière de ce qu'on sait faire. Et chaque personne est à la frontière de ce qu'elle sait faire. Et donc la pression qui va avec, le fait qu'on soit en permanence en contact avec la partie du monde extérieur qui échappe à nos compétences, qui échappe à nos automatismes, ça rajoute une dimension de difficulté. Autre chose importante, toute cette partie du mental, entre guillemets, longtemps n'a fait l'objet d'aucun entraînement. Pourquoi? Parce que ce qui relevait du mental, et je dis bien entre guillemets parce que c'est pas que du mental, mais tout ce qui relevait du mental était attribué, ou en tout cas la part du mental dans le succès était attribuée au talent, au caractère, à avoir ce qu'il faut ou ne pas avoir ce qu'il faut pour réussir, etc. Et tous ces termes, le caractère, le talent, avoir ce qu'il faut ou pas, c'était simplement les noms de notre ignorance de ce qui se passe. Et donc on attribuait ça à des entités fictives, un peu mythiques, un peu mystiques, imaginaires, comme celle-ci. La préparation mentale vient prendre leur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était attribué à la chance, au hasard, à être bien né, à avoir la bonne génétique, à avoir le bon caractère. C'est à ça qu'on attribuait la différence qui fait que les champions sont les champions, qu'à niveau égal, certaines personnes gagnent tout le temps et d'autres perdent. Et la préparation mentale, c'est de dire non, 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 on n'accepte pas que cette partie-là relève de la chance, cette partie-là peut également s'entraîner. Cette partie-là peut faire l'objet d'un travail. Cette partie-là peut se professionnaliser. Et de ce point de vue-là, la préparation mentale, c'est l'extension du domaine du professionnalisme plus loin, au-delà de la préparation technique et tactique, et au-delà de la préparation physique. Et ce n'est pas un hasard que tous ceux qui peuvent se permettre de le faire le font. C'est qu'au moins certains des préparateurs mentaux sont efficaces. Un autre challenge et une autre caractéristique importante qui est nécessaire pour comprendre ce qu'est la préparation mentale et qui est nécessaire pour comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est que la plupart des blocages mentaux, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qui résiste dans le domaine mental, est involontaire. Les émotions qu'on a au moment d'un événement clé, la perte de motivation, la déconcentration, la peur, le fait que le bras devient plus lourd, qu'on se déplace plus assez vite avec le stress, etc. Tout ça, c'est totalement involontaire. Sinon, on n'aurait pas besoin de préparateurs mentaux comme moi. Si ça dépendait de la volonté, j'aurais juste à envoyer la procédure à mes clients et à demander à mes clients de suivre les instructions, et ça suffirait largement. Ce qui est intéressant dans mon travail, c'est qu'une grande partie du comportement humain échappe au contrôle conscient. Comme je le disais quand je parlais du langage, je n'ai pas de volonté consciente lorsque je parle, de respecter telle ou telle règle de grammaire, de mettre le sujet avant le verbe, d'accorder l'adjectif en genre et en nombre avec le nom. C'est des choses qui se font toutes seules quand je parle. Et c'est ça que ça veut dire être compétent, quelque part. C'est que on fait ces choses-là sans avoir à y penser. Si j'ai à y penser, c'est que je ne suis pas compétent. Lorsque je conduis et que je dois savoir que je mets la main gauche et réfléchir consciemment à mettre la main gauche à tel endroit du volant, la main droite à tel endroit du volant, utiliser mon pied droit de telle manière pour débrayer, pour accélérer, pour freiner, peu importe. Ça veut dire que je ne suis pas compétent parce que j'ai besoin d'y penser consciemment. Donc, ce qui est difficile, challengeant et intéressant avec ce qu'on travaille en préparation mentale, c'est que c'est une partie du comportement humain qui échappe au contrôle conscient. C'est quelque chose d'involontaire. Et donc la question, ça devient comment est-ce que je peux devenir meilleur à façonner, à influencer des aspects de moi-même que je ne contrôle pas directement. Ce que je contrôle directement, ce sont mes mouvements musculaires. C'est le fait de bouger la main en haut, en bas, de bouger le regard, de même parler. Ce sont les muscles de ma langue, de ma gorge. Donc toute une partie de mon comportement, celle qui est contrôlée par les muscles volontaires, j'ai le sentiment que je peux faire ce que je veux.
c'est encore débattu par les neurologues, mais on va dire c'est ça que j'appelle la volonté. C'est tout ce qui obéit à cette volonté consciente immédiatement. Mais une autre partie extrêmement importante, extrêmement large, en général sous-estimée du comportement, échappe complètement au contrôle conscient. Je ne peux pas décider d'être intéressé par quelque chose, d'être motivé. Je ne peux pas décider d'avoir un déclic. Je ne peux pas décider que demain à 12 heures, je vais comprendre comment faire un coup droit lifté au tennis, une parade riposte en escrime, ou comment je vais pouvoir sauter un obstacle en équitation. C'est des choses qui viennent toutes seules. C'est des choses qui sont influencées par le contexte dans lequel j'opère, c'est des choses qui sont influencées par mon expérience, c'est des choses qui sont influencées par mon état d'esprit, plein de choses, mais ce sont des choses qui sont autonomes. Ce sont des comportements, des réactions qui sont autonomes. Si vous voulez, pour comprendre ça, c'est un peu comme en maths. En maths, il y a des choses que je peux faire volontairement. Je peux comprendre mon cours volontairement, l'apprendre en tout cas, volontairement. Je peux faire les exercices. Le fait que je vais vraiment comprendre les notions, que je vais avoir un déclic, que tel ou tel aspect du cours de maths, ça y est, j'ai pigé, ça peut venir au bout de 2 minutes, ça peut venir au bout de 20 minutes, ça peut venir au bout de 2 mois. Tout ce que je peux faire consciemment, volontairement, c'est être discipliné, c'est être organisé dans le fait d'apprendre mon cours et de faire des exercices. Et s'il le faut, de faire des exercices tous les jours. Et à un moment, j'aurai le déclic. Mais ce déclic, je ne peux pas le prescrire. Je ne peux pas dire aujourd'hui à 15h12, je comprendrai les nombres complexes. De même que je ne peux pas dire demain à 13h, je saurai faire un revers chopé ou je saurai faire un service kické. C'est pas possible. Je peux m'entraîner pour le faire et ça va venir ensuite. Et donc tout l'apprentissage, en fait, vise à créer, par des actions volontaires, par des actions systématiques, des changements involontaires, des changements spontanés. Tous les jours, je vais jouer au tennis pour que j'ai des micro-déclics tous les jours et que je frappe mieux la balle. Tous les jours, je vais apprendre mon cours en histoire ou dans d'autres matières, en philosophie si je suis en prépa, pour que je puisse mémoriser et pour que le jour J, les bonnes associations d'idées sortent toutes seules. Et ce travail est parfois long et c'est normal. On ne gagne pas Roland-Garros au tennis à 22 ans en commençant à 20 ans. Il y a 10, 12, 15 ans de travail derrière. Dans le mental, on n'a pas besoin d'autant de temps. Mais la structure reste la même. On va chercher des actions volontaires, des façons de penser, de visualiser, de réfléchir, qui vont produire des changements involontaires. Les bonnes émotions, la bonne attitude, la bonne concentration le jour J. Mais il y a un écart entre les deux. Et ça, c'est intéressant. Ça rend la préparation mentale challengeante, imprévisible, mais comme n'importe quel apprentissage. Et donc de ce point de vue-là, un des aspects de la préparation mentale, c'est d'être plus efficace à apprendre, c'est d'être plus efficace à performer. Et c'est ça ce soubassement. C'est d'avoir un rapport à soi-même où à la fois sur la dimension volontaire et sur la dimension involontaire, on fait tout ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment arriver à influencer cette partie involontaire de nous-mêmes? Alors je ne vais pas faire un cours de préparation mentale, j'en fais par ailleurs. Mais je voudrais juste brosser une image un petit peu globale des grands thèmes qui vont être les thèmes qu'on va travailler. Premièrement, on crée de la discipline dans l'approche des situations, dans l'approche des événements. On va créer de la discipline dans le fait de se mettre les bonnes exigences. On va aller un petit peu plus loin que ça. On va aussi travailler sur les significations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend les situations qu'on vit, comment est-ce qu'on se comprend soi-même, comment est-ce qu'on comprend sa place dans le monde. Donc, quelle est notre théorie de tout ça? C'est quoi notre théorie des situations difficiles? C'est quoi notre théorie de la progression? C'est quoi pour nous la signification d'un échec? Je donne un exemple. Si par exemple, le fait de gagner un tournoi, ça me prouve que je suis bon, ça me prouve que j'ai le droit d'exister, ça me prouve que j'ai pas de honte à avoir à dépenser l'argent de mes parents, etc. Ça commence à être un poids qui pèse lourd. Parce qu'on va avoir peur. Si j'ai besoin de gagner pour me prouver tout ça, la peur de perdre va commencer à être puissante parce que je fais peser un poids de signification extrêmement lourd sur cet événement qui en lui-même n'a aucun sens. Gagner un match de tennis, gagner n'importe quel match dans n'importe quel sport, ça veut juste dire qu'on a gagné ce match-là et rien d'autre. Ça ne dit rien sur le fait qu'on va gagner le match d'après, ça ne dit rien sur nous,
Ça ne dit rien de global, ça ne dit rien d'essentiel sur ce qui nous définit, ça ne dit rien de permanent sur nous, ça dit juste qu'on a gagné ça. Mais à partir du moment où on va donner des significations plus larges, plus essentielles, beaucoup plus englobantes, là on va commencer à se créer des difficultés. Et donc on va chercher à détricoter ce genre d'interprétation en préparation mentale. On va chercher à détricoter, à défaire toutes les interprétations que nos clients ont d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, qui les empêchent d'avancer, qui vont créer des émotions trop lourdes, qui vont créer une difficulté à apprendre et qui vont créer une difficulté à performer. Une des bonnes nouvelles par rapport à ça, c'est que la plupart de nos compréhensions, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas qu'on a vu les choses telles qu'elles sont et que donc c'est difficile à changer. La plupart de nos compréhensions sont des décisions. On décide que cet événement veut dire telle ou telle chose. On décide que si je perds, ça veut dire que je suis nul, et si je gagne, ça veut dire que je suis bon. On décide ce genre de choses. Et si on les décide, ça veut dire qu'on peut décider autre chose. Et ça, c'est un des progrès qu'on peut faire très vite dans le domaine de la préparation mentale, mais dans le domaine de la vie en général. Tout ce que j'évoque, c'est pas quelque chose de technique, c'est juste être humain. On décide la plupart des manières dont on structure notre propre monde. Certaines de ces manières de structurer notre propre monde peuvent être efficaces à un moment donné, peuvent être efficaces à un autre, dans certains contextes, et devenir totalement contre-productives à long terme. Et donc on va reprendre ce type d'interprétation, la plupart du temps qu'on a tous construit entre 10, 15, 20 ans, au moment de l'adolescence, pour survivre, pour savoir ce qu'on devait faire, pour donner sens à tout ça. Le problème, c'est qu'on n'avait pas toujours les ressources qu'on a aujourd'hui quand on a fait ça, et que c'est pas toujours intelligent. Et donc on a besoin de faire ce travail, de reprendre les interprétations qu'on a données au monde, reprendre la manière dont on a structuré notre propre expérience pour faire quelque chose de plus productif maintenant. Et comme ce sont des décisions, c'est pas quelque chose qui est si difficile à faire que ça, au moins pour une partie de ces compréhensions. Une autre chose importante qui rejoint l'aspect volontaire et involontaire que j'ai exposé. On va proposer aux parties involontaires plus profondes de notre intelligence, de notre rapport au monde, on va proposer à cette partie-là de nous-mêmes, de notre intelligence, des nouvelles façons de voir et de comprendre les choses. Ça ne garantit pas que ça va être adopté. Et on va essayer d'aborder ça sous tous les angles et de toutes les manières possibles. On va le faire avec des mots, avec des concepts, avec des idées. Mais on va aussi le faire avec des expériences. On va aussi le faire avec des images. Et le but, ça va être de trouver la bonne manière qui va créer des déclics derrière, qui va lancer des dominos qui vont continuer ensuite derrière. Le but, c'est de créer en ce sens un changement spontané. C'est qu'on impulse le début du changement, mais que le reste du changement soit le plus spontané possible. Donc au sens fort, ce qu'on fait, ce sont des suggestions. Ce que nos clients font vis-à-vis d'eux-mêmes, ce sont des suggestions. C'est-à-dire se suggérer à soi-même, suggérer aux parties plus profondes de soi-même une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle façon de ressentir. Ce n'est pas une obligation. Et c'est pour ça que la préparation mentale, ce n'est pas quelque chose comme n'importe quel enseignement. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, du genre j'ai dit ça, et en 1 heure ça produira ça, et en 2 heures ça produira ça. C'est plus un dialogue entre le préparateur mental et la personne qui est préparée, entre guillemets. On pourrait même dire que c'est un dialogue à l'intérieur du client ou de la cliente elle-même, qui se suggère des nouvelles façons et que j'aide à suggérer des nouvelles façons de voir, de comprendre, de ressentir. Et l'utilisation de l'imagerie mentale, ça sert à ça. Si je peux me visualiser en faisant faire telle ou telle chose, je vais avoir un retour de moi-même à l'intérieur, sous forme d'émotion, qui va dire j'aime, j'aime pas, je me sens à l'aise, je me sens pas à l'aise, j'ai peur, j'ai pas peur. Et donc ça va nous faire ressortir les objections sur lesquelles on va travailler et ça va nous permettre de sécuriser une validation inconsciente, une validation plus profonde, une validation, une approbation de la partie de nous-mêmes qui échappe au contrôle conscient du comportement. Parce que si cette partie-là n'est pas de notre côté, on ne va jamais changer, on ne va jamais rien faire. Et donc le but, c'est de trouver des moyens d'approcher, d'aborder et de structurer d'une nouvelle manière le comportement et de la proposer à cette partie-là de nous-mêmes. Une dernière chose importante, c'est que la plupart de nos émotions vont venir de ce que j'ai déjà évoqué.
C'est-à-dire que si on comprend le monde de façon pathologique ou toxique pour nous-mêmes, ben ça va produire des réactions toxiques en nous et les mauvaises émotions. Et donc le rapport de cause à effet est assez clair. Si je me dis à moi-même, je dois absolument réussir cette chose-là, que je ne maîtrise pas du tout, sinon ma vie est foutue, évidemment je vais avoir peur, évidemment je vais être stressé. Donc en changeant la cause, on va changer l'effet, on va produire des meilleures émotions. Sauf que notre expérience et notre comportement, comme je vous le disais, est largement structuré par des automatismes. Et donc si on a pris l'habitude de stresser ou de n'importe quelle émotion, de s'inhiber, peu importe ce que c'est, de se mettre en colère, de se déconcentrer dans certaines situations, lorsque les situations vont se reproduire, ces comportements-là et ces réactions-là vont également se reproduire, parce qu'un automatisme a été créé, parce qu'une sorte d'arc réflexe a été créé. Et donc, une des parties importantes du travail en préparation mentale, ça va être de réentraîner de meilleurs réflexes, de réentraîner de meilleures réactions émotionnelles. Donc ça, c'est un travail directement au niveau involontaire, presque comme un prof de tennis qui fait travailler un coup droit, où on va mettre la personne, on va remettre en pensée la personne dans la situation difficile jusqu'à ce qu'on voit que la réaction revienne. On va la sortir, la mettre dans un super état et la remettre dans la situation. Pour lui créer une nouvelle habitude, c'est-à-dire l'habitude de faire face à cette situation difficile en ne déclenchant pas les émotions négatives. Donc voilà, on va aussi travailler sur façonner directement certaines chaînes de réactions émotionnelles qui ont pris le contrôle de la personne, qui sont devenues automatiques et que la personne n'arrive pas à gérer directement. Enfin, et c'est un petit peu lié à ça, enfin, on n'apprend pas ou on ne performe pas quand on est dans un mauvais état psychophysiologique global. Je dis global parce que c'est un certain type de pensée, un certain type d'émotion, c'est un certain type de physiologie. Si j'ai très peur, par exemple, si je panique, je vais perdre mon répertoire de comportement, je vais perdre ma capacité à apprendre, je vais perdre ma capacité à performer. Pourquoi? Parce que si j'ai très peur, je vais faire ce qui marche le mieux pour moi. Donc tout mon champ de comportement va se réduire à ce que je maîtrise le mieux. Ma physiologie va aller avec ça. Mes pensées vont devenir obsessionnelles et vont aller avec ça également. Et je ne vais évidemment pas apprendre, parce que si j'ai peur, je vais faire ce que je suis sûr qui marche. Je ne vais pas me mettre à tester des choses nouvelles. Donc, dans les émotions qu'on entraîne, un aspect important est d'enlever les émotions de peur, d'urgence, tout ce qui va créer ce type d'état psychophysiologique qui empêche la performance et qui empêche l'apprentissage. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, dans toutes les approches, dans toutes les écoles de la préparation mentale, il y aura des aspects autour de la respiration, il y aura des aspects autour éventuellement de la méditation, c'est pour ça que la sophrologie peut être super utile. C'est qu'il est important d'apprendre aux personnes à baisser le niveau de stress, à baisser le niveau de pression et à enlever le plus possible la peur de l'approche des événements difficiles, de l'approche de l'entraînement, parce que voilà, certains types d'émotions sont rédhibitoires et ne permettront ni de performer, ni de s'améliorer. Voilà pour caractériser assez rapidement la préparation mentale et montrer toute la diversité de ce qu'on fait. Le fait de travailler sur les compréhensions, les significations, le fait de travailler sur les automatismes, le fait de travailler sur les émotions, et en transverse, le fait d'utiliser notre volonté, notre capacité à agir, à penser de façon structurée, pour influencer quelque chose d'involontaire, pour créer des déclics à un niveau involontaire, ou parce que le jour J, dans les grandes compétitions, mais pareil pour les dirigeants, pareil pour toutes les personnes dans des situations de très haute performance, ça va trop vite et il y a trop de choses à gérer de toute façon pour contrôler consciemment et tranquillement ce qu'on fait. Donc il est nécessaire de transférer le contrôle à des parties plus inconscientes de nous-mêmes qui vont agir par réflexe. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement inconscient. Quand on est dans la zone, on est conscient de ce qu'on fait, mais il n'empêche que les choses se déclenchent toutes seules. Et c'est ce type d'état qu'on veut créer. Et c'est ce type de confiance en soi qu'on veut créer. La vraie confiance en soi, ce n'est pas de savoir qu'on va réussir. Ça, c'est juste des illusions et c'est juste de la prétention. La vraie confiance en soi, c'est de savoir qu'il y a une partie involontaire, inconsciente, qui nous est opaque de nous-mêmes,
que probablement l'essentiel de nos succès, de notre intelligence, de nos émotions, de ce qui va nous rendre heureux est dans cette partie-là. Et c'est d'apprendre à la connaître. C'est d'apprendre à fonctionner avec de manière harmonieuse et de manière non conflictuelle, en sachant qu'on ne la comprendra jamais, en sachant que ça ne sera jamais transparent. C'est quelque part de s'apprivoiser à soi-même, dans les contextes où c'est difficile, dans les contextes où on a hyper envie de réussir, dans les contextes où on est fâché si on n'y arrive pas et on pourrait avoir une tendance à se retourner contre soi-même. Donc c'est comment cultiver un rapport à soi qui ne soit pas fait de tyrannie, où on accepte qu'une partie de nous-mêmes nous échappe, où on l'entraîne, cette partie-là, à bien gérer les choses, sans avoir besoin de la contrôler. Et comme je dis souvent, on ne fait pas pousser une plante en tirant sur la tige. On fait pousser une plante en lui créant des conditions favorables de soleil, d'humidité, de terre. Et le signe qu'on a réussi, c'est que la plante pousse toute seule. Et on n'a pas besoin de comprendre la biologie, les processus physiologiques qui sont derrière et qui expliquent la photosynthèse et la croissance de la plante. On a juste besoin de créer, en tâtonnant, les bonnes conditions pour qu'elle pousse toute seule. Et le but de la préparation mentale, c'est ça. C'est d'aider nos clients à se cultiver eux-mêmes et elles-mêmes, sans forcer, sans se maltraiter, et à pousser et à s'épanouir.